En France, il y aurait 100 000 médiums et voyants, et 3 millions de personnes les consulteraient chaque année. Ces chiffres pourraient laisser penser qu'il s'agit d'une prestation comme une autre. On va voir un voyant comme on va chez le coiffeur, le médecin ou prendre un cours de chant. Dans ces entretiens, on fera un distinguo entre médium et voyant. Un voyant va percevoir des choses et restituer ce qu'il va percevoir, à la différence d'un médium qui, lui, perçoit des messages, des intentions. Le voyant va percevoir et restituer en son propre nom, en quelque sorte, en sa propre autorité. Il n'est pas consciemment médiateur comme peut l'être un médium, médiateur d'une autre instance consciente qui enverrait un message. Lorsque vous consultez un voyant, vous le faites de votre plein gré, parfois avec des attentes, avec des questions, mais souvent des attentes un peu floues. On estime qu'on va lire en soi comme dans un livre ouvert et que des choses cachées sur nous-mêmes, sur votre vie, vont vous être révélées. Alors que ce soit à propos de votre personnalité, de votre avenir, qu'il soit amoureux, financier, professionnel, peu importe, que ce soit par rapport à des choses qui sont encore cachées à vos yeux. Est-ce qu'on pourrait par exemple être trahi par quelqu'un? Est-ce que quelque chose de grave peut arriver à nos biens ou à nos proches, etc. Ce sont des peurs et des angoisses assez banales finalement, et même si vous n'en avez qu'une conscience parcellaire, vous portez ces questions-là quand vous allez voir un voyant. De son côté, ce dont un voyant dispose, c'est plus un pouvoir qu'une compétence acquise. Ce pouvoir, c'est de percevoir des choses qui sont hors de votre champ de conscience, dans des domaines secrets, non conscients, assez fuyants et peu rationnels, mais qui agitent réellement les personnes. Alors je vous renvoie à un entretien concernant l'hypersensibilité et la voyance pour mieux comprendre les mécanismes en jeu du côté du voyant. Il peut arriver qu'ils perçoivent des choses qui sont totalement hors du champ de conscience de la personne, quelque chose de vraiment surprenant, mais c'est assez rare en réalité. Car ce qui se perçoit, ce sont des vécus, c'est ce que la personne porte déjà en elle. Le client, quant à lui, s'ouvre avec confiance. Il se laisse voir, il laisse des perceptions du voyant pénétrer en lui dans des zones de son vécu qui lui échappent. Le client a une attitude passive. Et dans cette situation de passivité vis-à-vis d'une intrusion venant d'une autre conscience, bien sûr, il y a un risque d'emprise. Une emprise du voyant qui ne restitue finalement que ce qu'il a envie de restituer dans le but de manipuler le client, ou en induisant ses propres pensées ou intentions. Mais ça ne se passe pas nécessairement comme ça. Ce qu'attend le client, c'est qu'on lui parle de lui, selon ses propres critères, sans qu'il ait besoin de faire d'efforts en réalité. Des efforts de prise de conscience ou de structuration de ses affects, un peu comme ça peut se passer chez un thérapeute par exemple. Il n'attend pas même d'aller mieux, il veut juste que le voyant réponde à ses angoisses et à ses peurs, point final. Alors le voyant doit respecter une certaine neutralité, une certaine passivité. Il voit, il restitue, il continue de percevoir, de préciser ce qu'il perçoit encore, d'aller plus loin pour restituer tout ça, dans la mesure de son éthique et de ses capacités. Et on va présager que de toute façon son éthique est intacte ou que ses intentions sont bonnes. Mais ce qu'on peut surtout se demander, c'est si tout le monde est passif. Le voyant est relativement passif et neutre, le client lui aussi, mais alors finalement on peut se demander qu'est-ce qui est actif en réalité, qu'est-ce qui se passe réellement. Alors nous allons suivre un indice, l'indice qui est qu'un client ne va pas voir une seule fois un voyant. Il y retourne régulièrement, il y aurait comme une forme d'accoutumance en quelque sorte. Et pensez-vous que les réponses aux angoisses n'étaient pas assez claires, puisqu'il arrive avec des angoisses et que finalement le voyant voit quelque chose? Eh bien si, les réponses étaient claires, mais les angoisses continuent, voire elles s'accentuent avec le temps, et ce qui fait que les clients reviennent et consultent régulièrement, encore et encore, presque par habitude, un peu comme on va chez un coiffeur, un médecin ou un prof de chant, à la différence que, en allant voir un voyant, on s'expose à un pouvoir intrusif qui voit en soi, dans le tréfonds de leurs angoisses. Alors que devient la personne du client, au fond, que devient son âme, ses ressorts personnels profonds? Alors, bien entendu, il peut y avoir une emprise du voyant, comme je le disais tout à l'heure, tout comme il peut aussi y avoir de la part du client une réduction du voyant à une sorte d'objet qui va alimenter son nombrilisme, son narcissisme, parlez-moi de moi, et puis tout ça, ça mériterait qu'on s'y arrête, évidemment, mais sommes-nous uniquement dans des enjeux d'ordre psychologique? C'est ça que je souhaite souligner. Parce que ce qui agit alors, c'est peut-être un ressort qui sera en lien avec des forces dites occultes. Et je précise, quand je dis, dans ce cas bien précis, des forces occultes, je pense à des forces obscures. La consultation d'un voyant pourrait contribuer à ouvrir une porte sur l'occulte, sur des forces autres que simplement celles du voyant et celles du client. Alors,
À quelles influences est-on réellement soumis et exposé finalement ? Et le voyant, lui, quelle est sa condition ? Est-il conscient de ce qu'il fait passer au-delà même des informations qu'il fournit à son client ? Alors je parlais de la voyance comme d'une porte ouverte sur le culte. Si c'est le cas, le client peut-il être affecté ? De quelle manière ? Et surtout, comment s'en apercevoir ? S'agirait-il simplement de dire une porte est ouverte sur le culte et puis c'est juste une question de principe et puis c'est tout ? Eh bien non, on va garder toutes ces questions-là pour y répondre plus tard. Il était surtout important de s'arrêter quelques minutes pour se demander si les consultations d'un voyant sont réellement une confrontation avec le monde occulte ou pas. Et on le voit, les mobiles qui poussent les personnes à ce qui est reçu dépassent leurs premières attentes et va un peu plus loin, va plus profond en elles. Ça passe par des relations entre les personnes, certes, mais tout ça semble aussi guidé par des rouages peut-être plus secrets, plus cachés, et c'est ce dont nous reparlerons dans les prochaines fois. Voilà, c'était le premier entretien d'une série évoquant les relations de la fréquentation avec l'occulte. J'espère qu'elle rejoint vos propres préoccupations. À bientôt. Allez, salut.